Salut à tous. Il y a un détail dans la nuit où des missiles iraniens ont frappé Tel Aviv, auquel je n'arrive pas à cesser de penser. Pas les frappes elles-mêmes, pas les dégâts, pas les déclarations politiques sorties de Jérusalem et de Washington dans les heures qui ont suivi. Quelque chose de plus petit que tout cela. Quelque chose de technique, quelque chose que presque personne dans la couverture médiatique dominante n'a mentionné. Parce que, pour l'expliquer correctement, il faudrait ralentir et parler de balistique en phase terminale, de section efficace radar, de fenêtre d'interception. Et au moment où on commence à faire ça, la moitié de l'auditoire change de chaîne. Mais voici le fond de l'histoire. Ce détail technique est toute l'histoire. Tout le reste n'est que du bruit autour. L'arme qui a frappé Tel Aviv s'appelle le Gader. C'est un missile balistique iranien. Et ce qui importe, c'est pas qu'il existe. Ce qui importe, c'est que le système de défense d'Israël, l'architecture de défense antimissile multicouche la plus sophistiquée hors des États-Unis, a été construit précisément pour l'arrêter. Pas une arme qui lui ressemble, pas des missiles de sa catégorie. Cette famille précise, ces paramètres de vol précis, cette menace précise. Le système Arrow, celui qui a été conçu pour intercepter des missiles balistiques de longue portée à haute altitude avant leur rentrée dans l'atmosphère, a été pensé en fonction de la menace Shahab-Gader. Les ingénieurs iraniens ont passé 20 ans à étudier les limites du Shahab et à corriger chacune d'elles. Les ingénieurs de la défense israélienne ont passé ces mêmes 20 années à étudier ces mêmes missiles et à bâtir un système d'interception calibré précisément pour eux. Et puis, une nuit que la plupart des cycles médiatiques occidentaux ont traité puis oublié en 48 heures, le Gader a quand même atteint Tel Aviv. C'est pas une histoire sur le fait que l'Iran serait devenu meilleur. Ce n'est pas une histoire de mauvaise évaluation israélienne. C'est l'histoire d'un système conçu sur mesure pour résoudre un problème précis, qui n'a pas réussi à résoudre exactement ce problème, sous les yeux de tous les gouvernements du Moyen-Orient. En même temps, les gouvernements qui ont observé cette nuit-là n'ont pas tourné la page en 48 heures. Ils regardent encore, ils recalculent encore. Tout comme les gens dans les salles où vous n'entrerez jamais. La question n'est pas de savoir ce qui s'est passé à Tel Aviv. La question est de savoir ce que chaque acteur régional croit maintenant possible et ce que cette croyance fait à la prochaine décision que chacun prendra. C'est de cela qu'il s'agit réellement et il faut le comprendre avant que la prochaine décision ne devienne visible. La version de cette histoire que la plupart des gens connaissent déjà, c'est celle qui a tourné sur tous les réseaux, tous les sites d'information, tous les fils de commentaires sur la défense pendant environ 72 heures avant que l'actualité passe à autre chose. L'Iran a tiré des missiles balistiques sur Israël, certains ont franchi la défense, Israël a riposté et frappé des infrastructures militaires iraniennes, les deux camps ont publié des déclarations. Washington a réaffirmé son engagement envers la sécurité d'Israël, la situation est sous contrôle, personne ne veut l'escalade. Voilà le cadre narratif. Et à l'intérieur de ce cadre, tout semble cohérent. L'Iran a testé une limite, Israël a répondu, l'alliance a tenu, le mécanisme de dissuasion a fonctionné. Ce n'est qu'un épisode de plus dans un long cycle de conflits qui a déjà été géré auparavant et qui le sera encore. C'est aussi le genre de scénario bien propre que la machine des conférences de presse à la Trump apprécierait garder le slogan bien lustré, garder les caméras en marche et prier pour que personne ne demande combien de choses échappent discrètement au contrôle. Le problème, c'est que ce cadre est entièrement construit à partir de déclarations publiques de gouvernements qui ont de puissants intérêts institutionnels à vous dire que la situation est gérée, qu'elle le soit réellement ou non. Au niveau le plus élémentaire, la relation de l'Iran avec Israël en tant que question militaire directe a suivi deux trajectoires distinctes depuis 30 ans. La première trajectoire, la pression indirecte, c'est le Hezbollah, le Hamas, le réseau de groupes armés supplétifs en Syrie, en Irak et au Yémen, que l'Iran finance, équipe et coordonne. Cette trajectoire donne à Téhéran la négation plausible et de la souplesse. La pression peut être modulée, elle peut être
augmentée ou réduite sans engager les forces étatiques iraniennes dans quelque chose qui inviterait une riposte militaire conventionnelle contre le territoire iranien lui-même. La deuxième trajectoire est différente par nature et pas seulement par degré. L'action militaire directe de l'État iranien contre Israël élimine toute négation plausible. Elle franchit le seuil qui active tout le poids de la relation sécuritaire israélo-américaine d'une manière que l'activité des supplétifs n'active pas. La doctrine stratégique iranienne a historiquement traité ce seuil comme une option de dernier recours. Le coût de son franchissement devait dépasser le coût de la retenue pour que le franchir vaille la peine d'être autorisé. Avril 2024 a marqué la première fois dans l'histoire où l'Iran a directement attaqué le territoire israélien avec ses propres forces militaires. L'attaque était vaste dans son ampleur, limitée dans ses effets. L'écrasante majorité des projectiles a été interceptée par une coalition comprenant des moyens de défense aérienne américains, britanniques, français et jordaniens aux côtés des systèmes israéliens. L'Iran a démontré sa volonté de franchir le seuil. Les dégâts limités ont permis aux deux camps de reculer. Personne n'a eu à déclarer une défaite décisive. Les frappes de Gader sur Tel Aviv sont présentées dans le même cadre. Un autre échange direct, une escalade gérée. Une dissuasion qui traverse une nouvelle mise à l'épreuve. Ce que ce cadre comprend mal, c'est le détail qui change complètement l'analyse en aval. Le barrage d'avril 2024 a échoué principalement à cause de la coalition qui défendait l'espace aérien israélien. Des navires américains Aegis, des Typhoon britanniques opérant depuis Chypre, des moyens navals français, des interceptions jordaniennes au-dessus du territoire jordanien. C'était une opération multinationale de défense aérienne d'un type exceptionnel et non routinier. Ce niveau de soutien de coalition était opérationnellement disponible en avril 2024 parce que l'attaque avait été précédée d'un préavis stratégique suffisant pour positionner ses moyens, parce que l'ampleur était suffisamment grande pour que l'autorisation politique de coordonner cette défense puisse être obtenu à temps, et parce que le mélange précis de menaces, fortement chargé en drones aux vitesses terminales relativement lentes, restait bien à l'intérieur des paramètres d'exploitation confortables des systèmes déployés contre lui. Les frappes de Gader n'ont pas reproduit cette situation. Elles ont présenté un mélange de menaces différents, une dynamique de phase terminale différente, une géométrie d'engagement différente, et le détail crucial est celui-ci: la défense qui a partiellement échoué face aux frappes de Gader était spécifiquement israélienne, pas la coalition exceptionnelle qui avait défendu avril 2024. Les systèmes déployés en permanence pour défendre Tel Aviv n'importe quelle nuit. L'architecture Arrow. Les batteries qui doivent fonctionner sans une semaine de temps pour positionner une coalition. Les systèmes qui doivent performer dès la première nuit de n'importe quel échange, avant que les moyens alliés puissent être redéployés, avant que les autorisations politiques puissent être assemblées. C'est cette distinction que la couverture de surface n'a pas formulée clairement, parce que la formuler clairement revient à reconnaître que la défense permanente de base d'Israël, celle qui existe chaque nuit, peu importe ce que fait Washington, a réagi différemment au Gader de ce que la planification israélienne de défense supposait. Pas une défaite de coalition, une défaite de base. Et les implications d'une défaite de base, face à la menace même que tout le système a été conçu pour arrêter, sont complètement différentes de celles d'un barrage coordonné de grande ampleur, avec lequel même la meilleure défense aérienne au monde pourrait avoir du mal à composer à cette échelle. C'est exactement le genre de distinction que la propagande déteste, parce qu'elle refuse de tenir sur une casquette rouge ou dans un élément de langage de 5 secondes. Cela soulève immédiatement la vraie question. Pourquoi le système, construit précisément pour cette menace, n'a-t-il pas arrêté cette menace? La réponse à cette question explique pourquoi les conversations dans les salles sécurisées en ce moment sonnent différemment des déclarations publiques qui en sortent. La partie qui suit doit être formulée avec prudence,
parce qu'elles ressemblent au genre d'affirmations qu'on retrouve en marge, au genre de choses qui circulent sur des forums et que des gens sérieux balaient comme de l'alarmisme. Sauf que les gens sérieux ne la balaient pas. Ils en parlent très discrètement. Le Shahab 3 de base, que l'Iran a testé pour la première fois à la fin des années 1990, dérivait de technologies nord-coréennes que l'Iran a acquises par l'entremise d'un réseau d'approvisionnement en armement documenté par le groupe d'experts des Nations Unies et par les rapports publics, détaillés de l'Arms Control Association. Ce système de base avait de vraies limites opérationnelles, des problèmes de précision, une signature radar en approche terminale que les systèmes Arrow israéliens pouvaient acquérir et suivre avec un temps de réaction suffisant pour tenter une interception. Une trajectoire de vol qui, tout en étant suffisante pour atteindre Israël, était assez prévisible pour que les paramètres d'engagement défensif soient calibrés autour d'elle. Le Gader, c'est ce que l'Iran a construit après 20 ans à étudier chacune de ses limites. Précisément, mais la seule modification qui change le plus fondamentalement le calcul d'interception, ce n'est ni l'amélioration de la portée, ni l'augmentation de la charge utile. C'est l'ogive séparatrice. En phase terminale, dans les tout derniers instants du vol avant l'impact, le véhicule de rentrée du Gader se détache du propulseur. Ce que le radar de défense suit alors n'est plus le missile complet qu'il avait acquis plus tôt dans la trajectoire de vol, c'est un objet plus petit, une section efficace radar différente, une trajectoire légèrement différente de celle que prédisaient les paramètres de lancement du propulseur. Il arrive à une vitesse et, selon un angle d'approche qui compresse la fenêtre d'engagement des intercepteurs, à un degré que les calculs de probabilité d'interception du système Arrow n'avaient pas été conçus à l'origine pour gérer. C'est pas une analyse théorique, c'est ce qui s'est produit au-dessus de Tel Aviv. L'épreuve physique, les schémas de dommages sur les bâtiments, les emplacements des impacts, la répartition des victimes reflètent une précision terminale compatible avec une technologie d'ogive séparatrice fonctionnant comme prévu contre un système de défense qui avait été calibré en fonction d'un profil de menace plus ancien. La partie qui semble presque trop bien tombée, presque comme le genre d'ironie qu'on inventerait dans un thriller plutôt que quelque chose qui se serait réellement produit, c'est ceci, le système Arrow 3, la défense antimissile de plus haut niveau d'Israël, celle qui intercepte les missiles balistiques de longue portée dans l'exo-atmosphère avant leur rentrée, a été conçue, financée, développée conjointement avec l'aide américaine et déployée dans sa configuration actuelle, principalement à cause de l'Iran, pas abstraitement à cause de l'Iran, spécifiquement à cause de la famille de menaces Shahab-Gader. Les paramètres de menaces qui ont façonné chaque choix de conception du programme Arrow 3 ont été tirés de ce système de missiles précis. Cela signifie que le Gader qui a atteint Tel Aviv n'a pas vaincu une défense antimissile à usage général. Il a vaincu un système de défense conçu sur mesure autour de lui, autour de son profil de vol précis, de sa signature radar précise, de ses paramètres de menace précis. L'Iran a passé 20 ans à apporter de petites modifications ciblées à un missile qu'Israël a passé 20 ans à entourer d'un système de défense sur mesure destiné à le détruire. Et la nuit où ces deux trajectoires d'ingénierie se sont croisées au-dessus de Tel Aviv, les modifications iraniennes se sont révélées suffisantes pour mettre la défense en difficulté à la marge, d'une manière que les hypothèses de conception du système n'avaient pas pleinement anticipé. Voilà l'histoire réelle. Pas une attaque surprise. Pas une défaillance de défense causée par la négligence ou le sous-financement. Une dégradation délibérée, patiente, systématique de l'efficacité d'un système de défense précis contre une menace précise, au moyen d'améliorations techniques précisément ciblées. La portée stratégique de cela est difficile à exagérer. Tous les systèmes de défense du monde sont conçus à partir d'un modèle de menace. Le modèle de menace est construit à partir d'évaluations du renseignement sur les capacités ennemies. La défense fonctionne bien
contre la menace pour laquelle elle a été conçue. L'adversaire étudie la défense et modifie la menace. L'efficacité de la défense face à la menace modifiée devient alors différente de son efficacité face à la menace d'origine. Ce cycle est aussi ancien que la guerre elle-même, mais il a, dans le contexte de la défense antimissile, une implication particulière qui diffère de la plupart des autres domaines. Les systèmes de défense antimissile sont extraordinairement coûteux, extraordinairement complexes et extraordinairement lents à modifier. Les intercepteurs Arrow coûtent entre 1 et 3 millions de dollars l'unité, selon la variante. Les chaînes de production sont aux États-Unis. Le délai entre la décision de production et le déploiement effectif d'un intercepteur se compte en mois ou en années, pas en semaines. Les mises à niveau informatiques et des capteurs nécessaires pour recalibrer les paramètres d'interception autour d'un modèle de menace modifié exigeant des mises à jour logicielles, des essais, un redéploiement, un autre cycle qui se mesure lui aussi en mois. Modifier un missile balistique coûte moins cher, se fait plus vite et est techniquement plus simple que modifier la défense de haut niveau conçue pour l'intercepter. Cette asymétrie existe dans tous les couples adverses, mais elle est particulièrement marquée quand l'adversaire a passé 2 décennies à étudier précisément la défense qu'il cherche à vaincre. L'Iran n'a pas seulement lancé des missiles sur Israël. L'Iran a démontré que le système qu'Israël a construit pour les arrêter fonctionne sur un modèle de menace que l'Iran a déjà dépassé. C'est pas seulement une histoire militaire. C'est une histoire d'ingénierie avec des conséquences militaires. Et l'histoire de l'ingénierie, maintenant, c'est celle de l'Iran. C'est le genre de phrase que la politique version Trump déteste toujours entendre parce qu'il est notoirement difficile d'intimider des feuilles de calcul jusqu'à ce qu'elles applaudissent. Le facteur dont presque personne ne parle est celui qui change tout le calcul une fois ajouté au reste, c'est le réapprovisionnement. Une fois le problème du réapprovisionnement compris, tout le tableau stratégique se réorganise autour de lui. Les intercepteurs Arrow 2 et Arrow 3 ne sont pas produits en Israël. Ils sont coproduits avec les États-Unis. L'Arrow 2 est fabriqué dans le cadre d'un programme conjoint entre Rafael Advanced Defense Systems en Israël et Raytheon aux États-Unis. Les intercepteurs Arrow 3 dépendent eux aussi de l'infrastructure de production américaine pour des composants critiques. Le stock d'intercepteurs disponible pour Israël, une nuit donnée, est fini. Quand des intercepteurs sont consommés dans un engagement, le réapprovisionnement passe par les chaînes américaines de production et de logistique, avec des délais qui se mesurent en mois, pas en jours. Le cycle de conflit actuel n'a pas été un événement à faible consommation pour la défense aérienne israélienne. Depuis l'attaque initiale du Hamas, en passant par l'échange prolongé avec le Hezbollah à la frontière nord, par le barrage iranien d'avril 2024, par les menaces continues des forces houthis basées au Yémen, et maintenant par les frappes de Gader et leur suite, les systèmes israéliens de défense aérienne ont fonctionné à un rythme que la planification des stocks en temps de paix n'avait pas modélisé. Les frappes de Gader ont spécifiquement mis à l'épreuve une variable supplémentaire en plus du taux de consommation, la saturation. Plusieurs trajectoires entrantes simultanées de missiles Gader, combinées à des composantes de drones et de missiles de croisière dans le même paquet d'attaques, ont créé une situation dans laquelle les batteries Arrow israéliennes défendant l'espace aérien de Tel Aviv ont dû gérer plus de trajectoires d'engagement simultanées que ce que leurs paramètres d'exploitation confortables avaient prévu. Chaque tentative d'interception ratée a consommé des intercepteurs. Chaque interception réussie a consommé des intercepteurs. Le radar de suivi a dû maintenir des solutions d'engagement sur plusieurs cibles à la fois. La capacité d'engagement des batteries, le nombre d'interceptions qu'elles peuvent tenter dans une fenêtre de temps comprimé a été mis sous tension. Si l'Iran estime qu'il peut provoquer des échecs d'interception par saturation, et si les éléments observés à Tel Aviv laissent entendre que cette évaluation est au moins partiellement correcte, alors la logique stratégique du prochain échange iranien pointe vers une approche opérationnelle précise. Pas des missiles individuels plus gros, davantage de missiles simultanés, pas une puissance unitaire plus élevée,
un plus grand nombre de trajectoires simultanées conçues pour faire déborder la capacité d'engagement des batteries Arrow israéliennes avant épuisement du paquet d'attaque. Cette approche a un effet cumulatif sur le problème du réapprovisionnement parce que une attaque saturante qui force plusieurs tentatives d'interception par trajectoire entrante, même quand les interceptions réussissent, vide les stocks d'intercepteurs plus vite qu'une attaque plus limitée que la défense absorbe confortablement. L'Iran n'a pas besoin de vaincre la défense aérienne israélienne pour faire jouer contre Israël l'arithmétique du réapprovisionnement. L'Iran a seulement besoin de rendre la défense aérienne israélienne assez coûteuse, assez souvent, pour que le stock baisse plus vite que la production américaine ne peut le reconstituer. Et une fois qu'on ajoute le contexte de la production américaine, la contrainte devient encore plus claire. Les chaînes de production des intercepteurs Arrow 2 et Arrow 3 sont des contraintes physiques bien réelles. La production américaine de défense fonctionne déjà sous pression, avec plusieurs priorités d'approvisionnement en même temps. Les besoins de l'Ukraine ont absorbé une part importante de la capacité de production pour plusieurs types de munitions. Malheureusement pour l'école Trump, de la communication stratégique, les inventaires d'intercepteurs ne se régénèrent pas parce que une séance d'information a été livrée plus fort et qu'on a pointé un graphique avec davantage d'assurance. La production d'intercepteurs Arrow n'est pas illimitée et les autorisations d'augmentation de production approuvées par le Congrès prennent du temps avant de se traduire par des intercepteurs supplémentaires arrivant dans les installations de stockage israéliennes. Le contrôleur du Pentagone, Michael McCord, a noté, dans des documents publics de justification budgétaire soumis au Congrès, la pression que des opérations soutenues de défense aérienne à rythme élevé exercent sur la gestion des stocks d'intercepteurs dans les programmes américains et alliés. Les chiffres précis sont classifiés, mais le sens de la contrainte, lui, est reconnu publiquement par les responsables chargés de la gérer. Ce que cela signifie pour le calcul stratégique d'une manière que le cycle médiatique actuel ne voit absolument pas, c'est que l'Iran n'a pas besoin de vaincre Israël dans un seul échange décisif. L'Iran a besoin que le conflit se poursuive à des niveaux de consommation suffisamment élevés pour que la profondeur de la défense aérienne israélienne décline avec le temps plus vite que le réapprovisionnement américain ne peut la maintenir. Si c'est bien la théorie opérationnelle réelle de l'Iran, et si les éléments tirés des frappes de Gader sont cohérents avec un adversaire qui a sérieusement réfléchi à l'économie de la saturation. Alors, la réponse dont Israël a besoin pour rééquilibrer l'équation de dissuasion n'est pas d'abord une réponse militaire contre l'infrastructure iranienne, c'est une réponse de production et de stocks, une réponse logistique, un engagement américain à des rythmes de réapprovisionnement supérieurs à la cadence d'usure imposée par l'Iran. Et cet engagement exige que Washington soit investi dans ce conflit à un niveau d'engagement soutenu en ressources que l'environnement politique américain actuel ne semble pas, de façon évidente, prêt à maintenir indéfiniment. Personne ne parle de cela comme du problème stratégique central, mais cela pourrait l'être. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, Vérité vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.